bien sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous vous parlons de femmes d'action, des femmes des Comores dans un premier temps, à la faveur de la réalisation de la Semaine africaine de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous avons Dina et Siti qui viennent nous parler pas seulement de ce qu'elles font, mais surtout de leur motivation, de leur engagement et peut-être des difficultés qu'elles ont eu à rencontrer dans leur parcours de femmes. C'est avec vous. Nous sommes en direct 01 45 55 76 87. Merci de rester fidèles à nos programmes. Vous pouvez envoyer vos courriels à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Et avant cela, des femmes d'action, des femmes de terrain. Je voudrais moi rendre hommage à une autre femme d'action en la personne de la regrettée Madame Sila Doubé Félicité. D'autres femmes d'action qui ont accompagné son au revoir, disons-le comme cela, Doré, et puis Jeanne, Jacqueline et Magloire Ondo, Jacques, bien sûr, n'oublions pas Monsieur Moïse Mbok. Pour ne citer que cela, Gilles Gâté n'est pas du reste. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes des femmes de terrain, des femmes d'action. Qu'est-ce qui vous a motivé respectivement à vous engager dans la vie active à travers ce que vous saviez déjà faire de vos 10 doigts? Moi, ce qui m'a motivée, c'était un petit peu aussi de sortir un peu du cocon de la vie formelle, de travailler de 9h à 5h. J'avais envie d'utiliser ma création, mes idées pour mettre en place donc cette marque de prêt-à-porter qui s'appelle Dinala, dont je suis la cofondatrice. Oui. Je travaille également avec Olafemi Anouma, qui est camerounaise, et nous sommes basés à Londres. Donc voilà, on met en avant un peu plus les couleurs un peu vibrantes de tout ce qu'on peut voir dans ce qui est basin, wax, mais on utilise également du coton, de la soie. Et on essaye de mixer un petit peu les deux cultures, entre la culture africaine et la culture européenne, puisqu'on a une dual culture. Donc voilà. Au-delà de tout cela et de votre origine comorienne, il y a le fait que vous vivez en Angleterre. Merci aussi de lever le voile sur comment est-ce qu'on se vit femme dans ce monde anglo-saxon. Peut-être que les références ne sont pas forcément les mêmes avec ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce que vous faites, vous ? Moi, ce qui m'a motivée, en fait, en tant que femme d'origine comorienne, donc chez nous, on baigne déjà dans les bijoux par rapport au grand mariage et tout cela. Donc, mais la perle de culture n'est pas très portée par la population comorienne, surtout pour les femmes, alors qu'on est très bijoux. Donc moi, j'ai voulu simplement me lancer dans ce domaine qui m'est propre, parce que j'aime les bijoux, j'aime les perles de culture et découvrir, voilà. Donc je me suis lancée dans la création moi-même, je me suis fait former et donc là aujourd'hui je vole de mes propres ailes. Vous êtes toutes les deux présentes sur les stands, si on veut découvrir vos merveilles. C'est en ce moment même au Palais de l'UNESCO. Vous êtes présentes dans le cadre de la Semaine africaine de l'UNESCO. Pourquoi la Semaine africaine? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette rencontre? Alors en fait, la Semaine africaine justement nous permet de rencontrer d'autres membres d'autres pays. Et cela aussi, comment pourrais-je dire, tout simplement nous permet de connaître d'autres personnes, d'autres femmes ou d'autres hommes actifs, bien sûr, dans la création d'entreprises. Et chacun présente un petit peu ce qu'il fait. Et c'est un échange, en fait. Une semaine africaine depuis le début de la semaine à ce jour, est-ce qu'il y a eu suffisamment de passages? Est-ce que cela répond aux attentes qui étaient les vôtres? Je pense qu'au niveau de la semaine africaine, ça doit dépendre, je pense, du pays organisateur. Bon, ça, c'est mon avis. Oui. Je pense que l'année dernière, c'était un peu plus dynamique. Cette année, on a senti un petit ralentissement au niveau de la fréquentation, mais toujours autant d'enthousiasme, des gens qui passaient. Et je pense que ce qui est important de relever, surtout par rapport à la semaine africaine, c'est qu'il y a un thème. Cette année, c'est la culture, ou non, le patrimoine africain, voilà. Et donc, je pense que c'est important de mettre en avant aussi ce qui se fait là-bas, parce que nous, par exemple, dans notre stand des Comores, on a une association qui est le patrimoine des Comores, qui met en avant un petit peu le paysage des Comores, le patrimoine, donc les musées, tout ce qu'il en reste, en fait, et de le valoriser et de le protéger surtout, parce que voilà, c'est des choses qui sont un peu laissées à l'abandon, et je pense qu'il faut recentrer notre énergie à protéger notre patrimoine et de le mettre en valeur pour attirer les gens de l'extérieur à venir aux Comores et ne pas voir toutes ces choses-là partir et donc être exposés ailleurs au lieu de rester chez nous, en fait. Et donc il y a une des exposantes qui est Fatima Boyer qui met ça en valeur, et je pense que pour nous en tant que femmes comoriennes, ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de gens comme Siti que je ne connaissais pas, donc c'est un autre moyen de se connecter et d'essayer de créer un réseau de femmes pour s'entraider dans le futur, pour celles qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà.
C'est aussi l'occasion, tout au moins la raison de votre visite sur notre plateau, donner la possibilité aux femmes de rentrer en connexion, de se découvrir, de découvrir ce que font les unes et les autres, surtout comment elles ont fait pour contourner les obstacles qui souvent sont ceux des femmes. Mais avant d'aborder ce sujet-là, parlons des Comores et de l'Afrique. Quel lien y a-t-il s'il y en a un seulement? Alors, donc on est... En fait, on est situé entre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas où se situent les Comores. Souvent, ils pensent qu'on est du côté de l'océan Atlantique, donc près des Caraïbes. Et les Comores, en fait, le lien fort qu'il y a maintenant avec l'Afrique, c'est qu'on a beaucoup de relations, surtout par rapport aux pays voisins qui sont la Tanzanie et le Kenya. Je veux dire, les Comoriens souvent vont étudier ou sont souvent font beaucoup de business ou de commerce avec ces pays voisins. Et il y a eu un lien qui s'est vraiment renforcé au cours des dernières 10 années, je pense, parce que les Comores se sont, je pense, dans les dernières 20 années, se sont toujours un peu mis à l'écart de l'Afrique. Et là, on ressent en fait ce besoin de se rapprocher et de travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, je pense. Et moi, je suis un exemple. Par exemple, je travaille avec une Camerounaise, donc c'est une façon aussi de montrer qu'on peut tous travailler ensemble et qu'il n'y a pas de barrière. Je vous sentais un tout petit peu gênée tout à l'heure. Alors, personne ne nous regarde, bien évidemment. Pourquoi, donc, cette difficulté à faire le lien entre les Comores et l'Afrique? Bon, c'est pas une réelle difficulté parce que de toute façon on est africain, hein, donc on n'est pas des sous-continents et c'est le mélange. On parle la base de la langue qui est le Swahili, donc on peut pas, ça fait partie de nous. C'est désafricanisé. Voilà, tout à fait. Et bon, après on a eu le mélange d'autres peuples comme le Yémen, on a les Indiens, on a un petit peu de tout. En fait, on est mélangé, mais on est totalement africain. On retrouve la même culture partout en Afrique. Voilà. Quelle est la réalité des femmes comoriennes aujourd'hui, aux Comores déjà, et lorsqu'elles sont à l'extérieur de la péninsule? Je pense que déjà aux Comores, les femmes comoriennes sont assez livrées à elles-mêmes, dans le sens où c'est vrai qu'elles sont souvent la tête du foyer, puisque chez nous c'est une société matriarcale, donc c'est vrai que... À la bonne heure. Voilà. Donc ce sont les femmes qui décident de tout. Oui, exactement. Dans la pratique aussi. Exactement. Dans tout. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, le mariage comorien chez nous, l'homme vient habiter chez sa femme, donc c'est pas la femme qui vient habiter chez l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine protection. On essaye de protéger la femme comorienne, qu'elle ait toujours quelque part où aller ou être avec ses enfants. Donc l'homme, il est un petit peu, je dirais pas vagabond, mais il est un petit peu, obligé de quitter le foyer familial, pour venir près de sa femme. De quitter sa famille d'origine. Voilà. Pour une fois qu'on trouve un endroit où se matérialise la phrase qui dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'était donc aux Comores. Nous allons prendre notre première téléspectatrice au téléphone. Bonjour madame. Bonjour Lydie, bonjour aux invités. Bonjour. J'ai écouté les deux personnes et celle de l'autre jour parce que je suis venue à la fin et donc bon, je parle pas bien le français mais bon, je comprends ce que vous dites. Mais je suis content de ce qu'ils disent et franchement, c'est bien ce qu'ils font. Le problème, c'est que chez eux, c'est bien. Et le problème, en Afrique maintenant, les hommes ont tendance à faire des choses, je comprends pas. Par exemple, en Afrique, avec tout ce qui se passe, les femmes sont minimisées et la façon dont on traite les femmes, je ne comprends pas. On est femme ou on l'est pas. Et le problème, les hommes j'ai vu des divorces à cause des hommes qui sont tellement, ils veulent pas toucher la femme devant, derrière, des choses comme ça qu'on voit à l'extérieur, en Europe, ils veulent imiter ça chez nous. La femme n'est pas faite pour ça. Et si ça continue comme ça, l'Afrique se meurt. Je suis en France. J'habite en France depuis 22 ans. Mais à chaque fois que je pars en Afrique, je vois ce que je vois. Vraiment, je suis désolée, mais je vois des reportages aux Comores. Je regarde souvent la télé. Franchement, j'aime bien comment ils sont et leur famille. Ils tiennent beaucoup à la famille. Et le problème en Afrique, tellement qu'il y a des inconscients qui veulent imiter ce qui se passe en Europe. Ils veulent faire tout ça en Afrique et ça fait que l'Afrique se meurt. On oublie qui on est en train d'oublier tout ce qu'on a trouvé, on perd tout. On est ni entre le ciel, on est entre le ciel et la terre. Quel est votre pays d'origine, madame, s'il vous plaît? Comment? Quel est votre pays d'origine? Je suis malienne.
Très bien. Merci beaucoup pour votre appel et vos observations. Alors, des réactions certainement? Je pense que elle a tout à fait raison dans ce qu'elle dit. Je ne peux pas parler pour les autres pays, mais c'est vrai que d'avoir des amis de tout horizon en Afrique, c'est vrai qu'il y a certaines communautés encore qui souffrent de ce fléau où la femme n'a toujours pas assez sa place, elle n'a pas réellement de force dans le foyer ou autre. C'est vrai qu'aux Comores, c'est un petit peu différent. On a des exceptions, hein, bien entendu, mais je pense que il faut vraiment aller de l'avant. Et il y a beaucoup de femmes engagées qui se battent pour essayer de sortir ces femmes-là de ce fléau-là qui se crée et qui fait que les femmes se sentent un petit peu emprisonnées et qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Après, c'est vrai qu'en fonction des cultures, on ne va pas forcément trouver le même problème au Congo qu'au Cameroun. Donc, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, Mali et Sénégal, peut-être que ce problème se pose un peu plus, je suppose. Au Comores aussi, on a aussi des exceptions, mais personnellement, je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. J'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va être mis en avant par des organismes ou des associations qui se battent pour éviter ce genre de choses. 01 45 55 76 87. Messieurs qui nous regardez, seriez-vous disposés à faire comme aux Comores, à savoir quitter votre cellule familiale d'origine pour aller rentrer en ménage et vous installer chez l'élu de votre cœur, parce que ça n'est pas finalement courant. On lui donne tout de suite un nom à ce monsieur-là qui serait allé vivre chez sa compagne, comme si finalement il y avait quelque chose qui était irrégulier. Oui, c'est vrai que ça paraît irrégulier au niveau d'autres pays quand ils entendent comme quoi l'homme quitte sa femme pour aller, quitte sa famille d'origine pour aller s'installer chez sa femme. Mais chez nous, c'est vrai que c'est le moyen de protéger justement la femme, de la mettre en valeur aussi et de savoir que c'est chez elle, c'est elle qui décide. Et donc, si l'homme n'est pas content quelque part, parfois, c'est en tout cas, si ça ne va pas, il peut partir, mais la femme, elle a son toit, elle a son chez-soi, et c'est très important. Est-ce que cela change quelque chose dans les relations sociales entre les femmes et les hommes, du fait que l'homme vienne s'installer chez la femme et ne se sente pas forcément chez lui comme un coq dans la basse-cour? Ce qui est bien, en fait, l'homme... on va dire, l'homme s'installe, mais il sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut de la femme, parce que il y a l'entourage familial qui est là. Donc, chaque décision, il y a déjà la famille qui est là pour porter son soutien. Et, il y a un respect. Donc, il ne peut pas, par exemple, il ne peut pas ramener des femmes à tout moment, tromper sa femme quand elle n'est pas là. Ça, c'est... dans la demeure familiale, c'est impossible. Dans le domicile. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne protection, en tout cas pour la femme, et ça lui permet d'être protégée et avoir l'entourage familial autour d'elle en cas de difficulté avec son compagnon, par exemple. Alors, ça se discute cet homme qui s'installe chez sa compagne, selon donc la culture comorienne, c'est notre petit détour culturel, notre immersion culturelle aujourd'hui. Est-ce que cela le dispense d'avoir des charges à sa charge? Parce que c'est parce qu'un homme paye le loyer qu'il décrète que c'est lui qui décide de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. Et en l'occurrence, dans cette société matriarcale, comment est-ce que les choses s'articulent du point de vue financier, justement? Moi, personnellement, je pense qu'il y a deux cas. Il y a des personnes qui sont quand même assez lucides et qui donc se mettent dans cette fonction-là de père de famille, en tout cas de tête de famille, et qui vont prendre les choses en main. Il y en a d'autres qui vont se sortir donc pas chez eux, et donc forcément la charge va être majoritairement à la femme. Donc c'est la femme qui va aller au champ, c'est la femme qui va aller au marché pour vendre ses produits, etc. Et l'homme en général est un touriste. Voilà, tout simplement. Donc on a deux cas de figure, mais c'est vrai que le deuxième cas de figure c'est beaucoup plus propagé que le premier quand même. Et à ceux qui s'investissent également et qui travaillent, et bien sûr, quand ils travaillent, c'est la femme qui gère le finance, qui règle tout le quotidien, mais l'homme travaille pour la femme. On doit le dire aussi. Je sens que le téléphone va sonner et des messieurs ont des choses à nous dire. Au-delà donc de cet aspect culturel, vous vivez pour l'une en France et vous en Angleterre. Est-ce que les communautés, la communauté comorienne
en France donc, et en Angleterre prolonge cette manière de fonctionner, ou est-ce que du fait du parcours migratoire, on inverse les rôles et finalement les hommes des Comores deviennent comme tous les hommes de la planète, à savoir les chefs de la basse-cour? Moi, personnellement, je pense que oui. Il y a un changement de situation en étant en Europe. C'est clair qu'il n'y a pas, c'est pas la même mentalité. Les responsabilités, les charges ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il y a un gros décalage. On peut pas avoir le même discours et le même comportement en France ou en Angleterre qu'aux Comores. Et je pense qu'ici, il y a l'état d'esprit beaucoup plus ouvert. Et l'homme, il a aussi bien sa place que la femme dans le foyer comorien. Après, c'est vrai que quand il retourne aux Comores, là, c'est différent. Il reprend sa place d'homme dans le foyer de sa femme, parce qu'en général, la femme, on lui construit sa maison et l'homme vient habiter chez elle. Qui est-ce qui construit la maison de sa femme? C'est les oncles, je crois. Ce sont les oncles les oncles et le père, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas la même dynamique en France, et je pense qu'avec les générations à venir, ça va complètement changer. Et bon, je ne sais pas si ça va continuer, en tout cas ce rythme, mais les générations d'aujourd'hui ont moins d'intérêt à avoir ce genre de fonctionnement matriarcal. Ils le respectent, on respecte notre culture, mais c'est vrai qu'on essaye quand même d'avoir autant sa place en tant que femme et homme dans un foyer. Nous allons partir à Orléans, écouter ce qu'on y pense de ce sujet-là. Bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons, monsieur. J'appelle d'Orléans, alors je voulais participer sur l'émission que vous faites, alors c'est très intéressant parce que moi j'ai passé dessus. Oui. Moi-même j'ai fait la même chose que vous dites là pour m'installer sur ma belle-mère, quoi. Oui. Mais vraiment, je dis tous les hommes ne l'a jamais faire, parce que ça c'est des conneries incroyables. Et pourquoi? Parce que moi je l'ai déjà fait, parce que, et puis moi, quand j'ai arrivé chez ma belle-mère, il n'y avait rien du tout. C'est moi qui ai construit la maison. Même quand il part aux toilettes, il part dans une peau, le soir, il part dans une rivière avec un balai pour faire quelque chose. Mais quand il voit que je n'ai rien de tout, ils sont partis à la police pour me dire il faut que je sorte de là. Parce que moi, mon père, il était très riche. Wow. Parce que mon père, il était très riche quand il était mort. Et puis, la tata de ma femme, elle était la femme de mon père. Quand l'école est en vacances, il vient chercher temps pour faire les vacances là-bas. Après, il me connaît là-bas. Après, on a resté au moins 10 ans, il me voit plus. Un jour, quand mon père il est décédé, il m'a vu avec une voiture, il m'a dit monsieur, tu sais comme ça, et puis tu es où, des choses comme ça, et puis il m'a invité. Merci monsieur pour votre témoignage. Alors, est-ce qu'il nous dit, ou plutôt je vous laisse réagir, est-ce qu'il nous dit, il s'est senti un petit peu dépouillé, la famille de son épouse n'avait rien, il avait tout, cependant les choses n'ont pas été fluides? Je comprends ce qu'il veut dire. Bon, là, c'est une exception, donc on va dire c'est une Est-ce vraiment une exception d'ailleurs? Parlons-en. Chez nous, parce qu'en fait, on n'habite pas totalement, l'homme n'habite pas totalement chez la belle-mère. La maison est construite pour la femme. Donc la belle-mère n'y est pas. Voilà, la belle-mère n'y est pas. Ce qui peut changer beaucoup. L'homme s'installe avec sa femme à part entière. Ils ont leur maison. C'est pas mélangé avec la maman. Mais voilà, donc par contre, pour les projets importants concernant la femme ou la famille, donc c'est pris ensemble avec toute la famille. Donc, et généralement, souvent, même parfois, la famille prend comment je peux dire, ils prennent parti pour le mari, par respect, parce que c'est très important de le garder et à ce que les choses se passent bien tout autour de soi. Donc parce que c'est un investissement, il y a le système du grand mariage, donc vraiment c'est un investissement de la part des deux familles, donc on peut pas briser ça tout d'un coup par
comment pourrais-je dire, sur un coup de tête. Voilà, sur un coup de tête. Donc voilà, on ne peut pas abuser de la personne comme ça, hein, parce que même nous-mêmes, on investit énormément. Construire une maison, mettre tous les meubles qui vont avec, tout préparer justement pour recevoir quelqu'un. On ne peut pas tout bâcler et voilà. Donc moi, c'est ce que je pense, mais... Moi, je pourrais ajouter aussi qu'il y a quand même des exceptions, parce que c'est vrai que, bon, pas énormément, mais il y a des cas de figure où l'homme est un peu bafoué, quand même, il faut dire ce qui est, et il est utilisé, hein, clairement. Donc, c'est vrai qu'ensuite, ça crée des tensions, etc. Et on peut avoir aussi des belles familles qui soient très, très imposantes, ou sinon même la famille du mari qui soit super imposante, ce qui fait que il ne s'investit pas dans la famille de sa femme. Il va s'investir à 100% pour sa mère, mais pas forcément pour son foyer. Parce qu'il y a des situations qui se passent où on a ce genre de choses-là qui arrivent et qui fait que ça crée des tensions dans les couples, parce que les belles familles s'y mêlent et interfèrent dans leurs relations. Dans Lady vous écoute aujourd'hui des femmes d'action, créatrices de bijoux pour l'une, créatrices de prêt-à-porter pour l'autre, mais petit détour aussi par leur culture d'origine, la culture comorienne, où, surprise et surprise, on apprend que c'est une société matriarcale manifestement qui fonctionne, où les messieurs, donc, bien que n'étant pas chez eux ici dans cette maison, sont les bienvenus, sont entourés, sont protégés. Merci de rester avec nous. Un numéro de téléphone pour participer à la discussion du jour. Au regard de ce que vous nous décrivez, est-ce que c'est parce que cette société est matriarcale que forcément toutes les femmes sont épanouies? Est-ce qu'il n'y a donc pas de violence faite aux femmes parce qu'elles seraient en ménage dans leur maison à elles? Est-ce que, contrairement à d'autres sociétés, tout serait tout simplement un long fleuve tranquille? Je pense que tout comme partout, hein, donc la violence faite aux femmes existe partout, même bien aux Comores. Mais bon, là, c'est vrai que comme on est proche de la famille, donc c'est moins fréquent, parce que bon, on a toujours un tonton ou un papa, voilà, qui s'oppose à cela. Mais voilà, bon, bien sûr, il y a aussi le système des mariages quand même organisés, les mariages arrangés, donc ils ne sont pas toujours faciles. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, je pense que ça se passe bien. On est habitué à vivre ainsi et il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, tout à fait. Madame, vous êtes dans Rhône-Alpes, nous dit-on. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis très bien ce que les deux dames expliquent, mais moi je suis originaire du Cameroun. Et généralement, l'homme, normalement, quand on l'élève à ce qu'il soit un homme et qu'il épouse sa femme dans la norme des choses. C'est-à-dire, on l'amène à devenir quelqu'un qui a un boulot et qui prenne toute sa famille en charge. Et moi, je comprends pas comment, du côté des Comores, c'est l'homme plutôt qui fait l'inverse et qui va en mariage dans sa belle famille. C'est perçu comment là-bas? Est-ce qu'il a véritablement sa place? Est-ce qu'il se sent à l'aise? C'est ce que j'aimerais demander aux deux dames. Merci pour cette question. Alors, moi je pense qu'il est à l'aise, parce qu'en fait c'est une tradition de décennies, on peut pas compter, mais je veux dire c'est un système qui a été mis en place pendant tant d'années, que en fait ces hommes-là ils ont l'habitude en fait de vivre dans ce système-là, et ils sont s'y accommodés, pardon. Donc ce qui fait que finalement leur place dans le foyer, ils savent très bien comment la prendre et comment la gérer. Je pense pas qu'il y ait d'amalgame entre la femme et l'homme comorien, et je pense que le sacre pour un homme comorien, c'est le jour de son grand mariage, parce qu'il devient là un notable, hein, comme on dit, un vrai quelqu'un. Il a donc un habit traditionnel qu'il porte et qui le rend important, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très culturel au pays, et l'homme s'y fait très très rapidement. Il y a pas réellement de soucis je sais pas, de personnalité ou qui se sentent vraiment mal à l'aise ou incompris, non, c'est quelque chose qui est très bien perçu et qui fonctionne, hein. Voilà, on parle d'interaction culturelle, de mutualisation d'expériences. Messieurs, prenez-en de la graine. Vous pouvez donc être ailleurs que chez vous et de rien perdre en virilité. Et les femmes, en revanche, est-ce que c'est parce que l'homme vient s'installer chez madame, parce que c'est la culture aux Comores, que forcément madame lui tient la dragée haute?
Oh non, pas forcément. Hein. Donc, en fait, bon, on vit en couple, donc il faut tout partager. Il faut bien sûr s'entraider. Chacun a son rôle. Hein. Donc, je pense pas que ça soit... bien sûr, quand il y a un problème, il faut en parler également. Mais non, parce que bon, c'est une habitude. Tout le monde vit comme ça. On a vu nos parents, nos grands-parents. Ça se passe comme ça tous les jours. Donc, non, c'est... ça va. Et la religion dans tout cela? Alors, la religion dans tout ça, je pense que elle a une grande place dans notre quotidien, puisqu'on est une république islamique. Dans le quotidien des femmes comoriennes aux Comores, c'est quelque chose qui est limite, voilà, c'est dans notre vie. Hein. De toute façon, l'islam, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un espèce de mode de vie qui est ancré dans la tradition aussi comorienne, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, des fois, je pense que il y a aussi des dérives en fonction de la pratique de la religion et la culture. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Donc la religion, on l'entend bien, mais est-ce que cette religion se concilie très bien avec cette culture qui veut que l'homme ne soit pas chez lui à domicile? Je pense qu'elle concilie quelque part. Maintenant, c'est vraiment une question de respect et de respect déjà de sa propre religion, de savoir qui on est déjà en tant qu'homme et de vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment basé sur le respect, parce que la religion en soi, elle est basée sur ça, elle est basée sur la tolérance et je pense qu'il faut pas non plus oublier d'où on vient. Et souvent, dans notre culture, il y a certains éléments qui font qu'on s'écarte un petit peu de ce qu'on devrait faire en tant que musulman, bien entendu, et ça peut poser quelques problèmes. Mais en général, moi personnellement, dans le foyer dans lequel j'ai grandi, j'ai jamais eu ce souci d'écart entre la religion et ma coutume. On est très 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 pratiquant aussi, faut le dire. Donc c'est quelque chose qui prend une énorme place dans la vie quotidienne d'une famille comorienne. Voilà. Semaine africaine organisée par l'UNESCO à Paris, avec en apothéose une rencontre ce soir exactement. Vous y êtes conviés, c'est le grand public. À la faveur de cette rencontre, donc des stands, vous pouvez y aller découvrir toutes les cultures de l'Afrique qui sont là. Les Comores sont donc présentes. Vous avez fait la gentillesse de venir nous parler de ce que vous faites, de la culture. Avant que d'aborder vos registres d'intervention respectifs, je parle là professionnellement, on va encore un tout petit peu patauger comme cela dans la culture parce qu'il y a toujours des surprises. Comment sont perçus finalement les Comores ici en France et en Angleterre pour vous qui y vivez? Est-ce que ça reste une curiosité? Est-ce que vous êtes assimilé à l'Afrique? Comment est-ce que vous avez le sentiment d'être perçu, vous? Alors en fait, bon, à cause de ce qui se passe, ce qu'on entend tous les jours, bon, dans l'immédiat, les Comores, les Kwassa vers Mayotte. Donc, mais non, les Comores, c'est pas que ça. Alors donc, déjà, qu'est-ce que c'est pour une meilleure compréhension de tous, les Kwassa, revenons là-dessus. Les Kwassa, c'est en fait, sont les gens apparemment qui quittent les Comores pour se rendre à Mayotte pour avoir justement une meilleure vie. Donc, voilà. Et devenir français. Voilà, tout à fait. Ça n'est pas un détail. Donc, c'est surtout peut-être pour avoir, devenir, français et avoir une meilleure vie, peut-être par rapport aux soins, par rapport à, chose qu'on n'a pas totalement aux Comores aussi, par rapport à l'éducation. Mais les Comores, ce n'est pas que ça. On est des femmes actives. Nous sommes tous à la recherche du bien-être. Hein. Donc, on s'investit. Chacun dans son domaine. Moi, dans les bijoux, parce que c'est ce qui me passionne. Et je ne suis pas différente des autres. Hein. Je ne me considère pas différente des autres. Je suis moi en tant que Siti et j'ai envie d'avancer et d'être quelqu'un demain. Donc, pour le reste, honnêtement, j'aimerais bien sûr qu'on ait, on se dit, une Comorienne qui porte ses bijoux au-delà des Comores. Bon, ça fait toujours plaisir, mais d'abord, c'est un plaisir en soi. Je pense que je suis comme tout le monde et j'ai envie d'avancer, tout simplement. Alors, les bijoux, d'ailleurs, le bijou que vous portez, c'est vous qui l'avez fait. Quel matériau utilisez-vous? Alors, en fait, c'est un bijou spécial, donc en perles de culture. Oui. Donc, j'aime bien. En fait, j'ai mélangé également avec une fleur de nacre au milieu.
Donc justement pour donner un côté des îles, bien sûr. Justement, la perle de culture. Alors, la perle de culture, on pense que c'est un joli caillou tout rond que l'on trouve quelque part. La perle de culture a une spécificité, c'est le corail. Voilà, en fait, la perle de culture, en fait, c'est un corps étranger qui se glisse dans l'huître perlière. Hein. Donc, et l'huître va sécréter une couche concentrique de nacre autour du parasite. Ça, c'est ce qu'on appelle la perle fine. Mais après, on a eu l'intervention de l'homme qui va introduire une amorce. Donc, et le mollusque va réagir de la même manière, sécréter une couche concentrique de nacre et va former la perle de culture qu'on peut voir. Donc des formes assez particulières, ronds particulièrement. Et donc voilà, pour pouvoir le porter un bijou. Question de bonne femme, comment fait-on la différence entre une vraie perle de culture, ce que vous utilisez pour faire les bijoux que vous créez, et des perles en plastique, il y en a plein le commerce. Voilà, en fait la perle de culture, vous prenez les deux. Vous prenez n'importe quelle perle, vous le frottez avec une autre perle, automatiquement, il y a un contact qui se crée et la perle, elle va se rayer légèrement. Vous allez voir l'apparition du coquillage légèrement. Et ensuite, une fois frotté, bon, on remet, il reprend son aspect normal. Donc je peux peut-être vous montrer. Vous pouvez nous montrer. Hein, avec, nous avons des dames qui nous regardent et des messieurs qui vont leur acheter des bijoux. Donc c'est l'occasion, si vous voulez. Des véritables perles de culture, messieurs. C'est cette semaine-ci au Palais de l'UNESCO. C'est la semaine africaine. Allez donc découvrir ce que les exposants et les exposantes, parce que les femmes sont nombreuses derrière les stands, apportent comme produit. En plus, elles savent de quoi elles parlent. Vous êtes complètement accrochés, vous avez du mal à l'enlever. On va y arriver. Alors, on va y arriver. Oui. Très bien. Hop là. Alors, grand zoom. Donc en fait, on prend les deux matières. On va faire comme ça. Alors, n'allez pas trop vite que la caméra vienne voir ce que vous nous montrez. Oui. On les frotte. On les frotte et voilà, on a l'apparition du coquillage. On a l'apparition. Vous voyez, on a un petit peu une poudre. Bougez pas trop. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, et voilà, plus rien. Alors que si c'était en plastique, alors? Alors quand c'est en plastique, en fait, il n'y a aucun contact. Il glisse. Et il n'y a rien qui se passe. Voilà, si jamais on vous offrait des fausses perles, vous avez l'astuce. Messieurs, vous avez pu suivre aussi. Combien coûte un bijou comme celui que vous portez, donc, puisque c'est vous qui l'avez créé? Alors en fait, c'est un bijou qui coûte entre 500 et 700 euros. Tout de même. Ça dépend de... Voilà, tout à fait. Tout de même. Bon, mais à bon entendeur. Ainsi que ce que vous portez, bien évidemment. Oui, voilà. Donc là, le fermoir, il est sur le côté. Oui. Donc le fermoir épouse complètement la personne, on va dire, le bijou. Et on peut... Bon, je voulais changer un petit peu des fermoirs classiques qu'on met toujours en arrière pour cacher. Et là, il apparaît, il est mis en valeur. Bon, 500 euros aussi, je suppose? Un peu plus. Courez au Palais de l'UNESCO, je vous dis. Hein, c'est déjà l'adresse rue de Fontenoy, dans le 15e arrondissement à Paris. Vous allez trouver 15e arrondissement, vous trouverez bien ce qui s'y fait. Nous allons parler de l'Angleterre, l'Afrique, les Comores, la culture, les hommes, les femmes. Comment toutes ces questions sont-elles vécues là-bas? En Angleterre, c'est vraiment une terre très cosmopolite déjà, de par les différentes cultures que vous pouvez rencontrer. Et c'est vrai que les gens en soi, ils se sentent tout de suite à l'aise. Moi, mon parcours en fait pour y être allée, c'est que j'avais terminé mes études et donc j'ai décidé de partir pour travailler. Et donc je m'y suis sentie directement très très à l'aise. Et donc le contact aussi humain est très différent de ce qu'on peut retrouver ici, hein, forcément en France, et je pense que le regard à travers les différentes cultures que vous pouvez rencontrer, parce que c'est vrai que les cultures africaines là-bas sont plutôt donc nigériennes, ghanéennes, zambiennes, etc. Et ils sont vraiment bien intégrés dans la société anglaise. On sent vraiment une vraie implication dans la société anglaise. Et le regard qui est porté sur l'Afrique là-bas, il est vraiment intéressant parce que tout le monde vraiment est impliqué dans ce que chaque communauté fait. C'est vrai qu'on peut retrouver dans certains quartiers un petit communautarisme, mais quand même, il y a quand même un intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays. C'est vraiment différent peut-être d'ici. En France, je le ressens pas de la même façon. C'est vrai qu'on a toujours aussi ce système-là, mais c'est quand même assez différent d'être africain en France que d'être africain en Angleterre. Les anglophones africains sont beaucoup plus, je les trouve beaucoup plus entreprenants que les Français.
Est-ce que cela a joué dans le projet que vous avez porté, votre prise d'initiative, la création donc de ce prêt-à-porter? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que si j'étais restée en France, je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours, ou du moins j'aurais eu cet esprit d'entreprendre en fait. Ouais. Parce que là-bas, on vous donne tout le temps cette envie, cette niaque à vouloir réellement faire au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Et donc, par tous les parcours que j'ai pu avoir là-bas, j'ai décidé de me lancer dans le prêt-à-porter avec mon ami Olafemi, et donc ça nous a vraiment enrichi, rien que parce que c'est quelque chose qui n'est pas propre à notre métier. Moi j'ai un cursus assez formel de finance, et j'ai aussi j'ai un peu fait de musique également. Elle est vraiment dans tout ce qui est make-up et styling, donc elle est déjà dedans, donc elle connaît un petit peu le métier. Maintenant c'est clair que dans les opportunités, elles ont été beaucoup plus appréciées et beaucoup plus ouvertes. Il y a eu une ouverture beaucoup plus grande en Angleterre qu'en France. Avez-vous entrepris en France déjà quelque chose qui n'ait pas été porteur? Non, j'ai pas eu vraiment de projet en France pour juger sur ça, mais j'ai des amis autour de moi qui m'expliquent un peu leurs expériences, et je vois que c'est pas évident, surtout au niveau du financement, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir des idées. Il faut déjà avoir un projet concret, et ensuite voir sur le long terme, parce que souvent les gens se contentent d'avoir une idée, ils veulent que ça arrive vite, et puis ça arrive pas et ils laissent tomber. Donc je pense qu'il faut quand même être patient et voir vraiment sur le long terme. Et c'est sur cette philosophie que moi je me base aussi, parce que je sais que créer sa propre marque, ça peut prendre du temps. Les grands créateurs, comme on peut le voir, ils se sont pas construits du jour au lendemain, donc ça peut prendre 10, 15, 20 ans, mais du moins c'est consistant dans le travail, et c'est ça qui est important. Quand les femmes s'engagent dans le monde entrepreneurial, que ce soit à travers des registres relativement très féminins comme la mode, le prêt-à-porter, les bijoux, ou autres registres encore, est-ce qu'elles ont aujourd'hui forcément des difficultés parce qu'elles sont des femmes, elles, ou est-ce que ce sont les difficultés qui sont celles de tous les créateurs et des créatrices? Oui, tout à fait. Il y a des difficultés parce que c'est surtout aussi les difficultés financières, parce que pour se faire connaître, il faut investir. Et quand on est seul, donc c'est pas évident. Moi, je parle de mon cas. Oui. Donc moi, j'ai dû investir tout moi-même. Donc et quand on demande de l'aide, on nous propose, il y a des aides. Vous pouvez aller voir tel organisme. Donc ils vont vous aider financièrement. Mais quand on y va, il faut avoir des garanties. Il faut avoir des gens qui se portent garant pour vous assurer. Et vous vivez en France, donc? Et voilà, je vis en France. Et c'est vrai que moi personnellement, j'aime pas impliquer, en tout cas mon entourage, à s'investir à 100%, parce que c'est mon projet. J'ai besoin de me faire aider, bien sûr, mais je voudrais que les retombées tombent sur moi et pas sur les autres. Donc c'est pour ça que j'ai pas de prêt, j'ai pas fait de prêt, non. Voilà, j'avance seule, mais difficilement, mais avec mes propres moyens. Depuis combien de temps? Ça fait, j'ai lancé mon entreprise depuis 2010 et créé mon site internet l'année 2011. Alors on va rappeler l'adresse justement. Donc www.ineswillparis.com. ineswillparis.com. Ineswill, comme le prénom Inès, et Will, en attaché, paris.com. Sur ce site internet, on trouve donc ces bijoux en perles de culture. Tout à fait. Et sachant aussi que je fais aussi de la création sur mesure, donc pour les événements. Donc, par exemple, pour un mariage ou pour tout un bijou qu'on a envie d'avoir qu'en soi. Donc, je fais aussi de la création sur mesure. Donc, la personne peut passer commande, me dire ou me livrer, bien sûr, la matière première, et moi, je lui réalise ce qu'il veut. Combien coûte une perle de culture, une seule? Alors, cela dépend parce que, les perles, c'est plus, la qualité est très haut de gamme. Vous avez? Donc, il faut compter, je pourrais vraiment pas vous dire. En moyenne, moi, j'achète en moyenne. Alors, en moyenne, il faut compter à peu près pour une perle, il faut compter entre 30 € et au-delà, je pense. Qu'attendez-vous, par exemple, du public qui viendrait à l'UNESCO, de ceux qui regardent? Vous avez accepté de venir à cette émission.
est-ce que vous avez des attentes précises? Parce que quelquefois, ce que l'on dit, c'est que quand les petites mains, les femmes ou alors les pays du Sud s'engagent dans une activité, le véritable problème, souvent, c'est le suivi. Si jamais les commandes étaient telles qu'on ne s'y attendait pas, on a souvent du mal à suivre et finalement, ça devient rédhibitoire. En fait, moi, ce que je fais, c'est déjà d'instaurer une relation de confiance avec le client, parce que c'est très important. Donc, étant donné que c'est moi qui fabrique, donc je m'investis à 100%. En tout cas, si jamais il a un problème, il peut me contacter directement. On peut faire l'échange, il n'y a aucun problème. Donc, je suis tout à fait ouverte et qu'est-ce que je peux dire, voilà, le client me connaît déjà et il sait, il a mes coordonnées, il peut me contacter à tout moment pour toute demande. J'ai pas de barrière entre les clients et moi. J'accepte. Quelle est votre clientèle aujourd'hui en Angleterre de ces produits que vous... On va aller voir tout à l'heure, vous n'êtes pas venue toute seule. Vous avez emmené une personne qui porte très bien ce que vous réalisez, autant que vous d'ailleurs. Quelle est la clientèle que vous ciblez, vous déjà, et quelle est celle qui vient vers vous? La clientèle qu'on vise, c'est généralement une clientèle de entre 25 à, disons, 40 à 45 ans, qui travaille, dynamique, qui est vraiment portée sur ce qui se fait dans la mode aujourd'hui et qui également recherche un peu cet aspect d'unicité, de la pièce rare. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nos collections, elles sont en série limitée. Et donc, voilà, on veut donner cet aspect un peu d'unicité et ce côté aussi de versatilité, puisque c'est une collection qui est assez chic, glamour, mais en même temps, on veut qu'elle soit confortable pour tout type de shape, de forme. Donc voilà. Et donc voilà, en gros, c'est ce que la femme d'Inona représente. Le confort, le chic et la versatilité. Parce que les pièces, elles peuvent être portées aussi bien en mode décontracté qu'aussi bien en mode chic, élégant également. Vous pouvez la porter, cette robe-là, par exemple, avec des talons et aussi bien avec des chaussures plates. Et voilà, on essaye d'essayer de rendre le vêtement utile dans toute occasion. Et nous essayons de rendre l'utile à l'agréable, de joindre l'utile à l'agréable. On va faire rentrer donc la personne qui vous accompagne pour qu'elle puisse nous montrer ce qu'elle porte, que vous avez réalisé. Dans le même temps que nous allons revenir à la question de la culture matriarcat, patriarcat, c'est aux Comores, en vous rappelant que vous pouvez, grâce à ce numéro de téléphone qui s'affiche sous vos yeux émerveillés, nous contacter pour pouvoir donner votre avis sur monsieur. Imaginons que vous puissiez aller vous installer en ménage chez madame. Voilà, ça se fait aux Comores et les hommes se portent très bien sans problème. Elle va venir, oui, elle va venir nous rejoindre sur le plateau. Est-ce que cette culture que vous portez aujourd'hui, pas le vêtement que vous portez, mais la culture que vous portez en tout cas dans votre engagement, correspond à ce qui se fait traditionnellement? Parce que vous l'avez dit, c'est une république islamique. Le vêtement, c'est plutôt le voile aussi. Quand vous créez des bijoux, ça n'est pas forcément ce que l'on va montrer. Le voile couvre tout, normalement. Alors, aux Comores, en fait, c'est une république islamique, mais quand même libérale, parce que le voile n'est pas obligatoire. Donc, par contre, la tenue correcte, bon, il faut être correct. C'est tout, mais on n'est pas obligé de porter... Tout le monde s'accorde sur le sens de correct. Mais personne ne porte... Bon, il y a des gens on s'habille un peu comme on veut, honnêtement. Je pense que ça dépend aussi des comtés et des villages voilà, dont cela on dépend d'où on vient. C'est vrai qu'il y a des villages où c'est assez strict au niveau du code vestimentaire, parce qu'à un moment donné, je sais pas, ça fait pas très très longtemps non plus, on pouvait pas porter de pantalon. Enfin, il y avait cette petite polémique-là, mais il y a un certain nombre d'années. Maintenant, c'est devenu quand même assez libéré. Enfin, les gens sont libérés, les femmes sont un peu plus libérées, s'habillent un peu à l'européenne, on va dire. Oui, mais toujours cette tradition d'avoir un laisseau, comme on dit, vous voyez le châle comorien sur la tête, mais c'est pas en forme de coquetterie finalement. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Par conviction religieuse. Ouais, voilà. Nous allons partir à Nîmes. Écoutez, madame au téléphone, bonjour. Bonjour madame, donc je suis une fidèle de votre émission. Je dis bonjour à vous, à vos invités aussi les filles. Bonjour. Donc je veux intervenir précisément sur la création d'entreprises. Oui. Donc
C'est juste pour approuver. Déjà, je salue le courage de vos invités, que je trouve vraiment très, très, très dynamique. Et bravo les femmes, allons de l'avant. Je suis concernée par votre votre invitée qui vient de l'Angleterre là, parce qu'elle, je confirme ce qu'elle vient de dire. Elle disait que c'était difficile d'entreprendre en France. Donc je suis confrontée à ça personnellement, vu que mon fils qui a eu 30 ans hier et a entrepris quelque chose en France qui malheureusement, elle, bien sûr que lui n'est pas une femme, mais en tant qu'homme aussi, il s'est battu, il a son BTS dans l'action commerciale et tout, il a eu son bac en compta, il a dévié pour le commerce. Malheureusement, il s'est battu durant plus de 2 ans pour ouvrir son entreprise. Il a inventé sa marque, comme disait, moi je pense aussi que c'est, elles ont choisi toutes les deux, côté bijoux, vêtements africains, je crois que ça aussi, l'idée a été bien mûrie. Ça dépend de ce qu'on vient de faire, c'est saturer le niveau de l'habillement, moi je trouve. Et mon fils, ce qui lui a manqué, c'est la publicité. Il a inventé une marque, je suis vêtie, je suis donc lui aussi, il est camerounais dans mon fils, originaire de l'Est, de par son père. Mais là, même il est français, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il a ouvert un site internet, il s'est endetté plus de 20 000 euros, il en était à 22, donc voiture d'entreprise, ordinateur et tout le matériel qui va avec, et le webmaster. Au jour d'aujourd'hui, le site existe, les t-shirts qu'il a inventés avec une marque, Eddie, son nom, ça peut vous sembler bizarre, son nom de famille c'est Berry Richard. Donc, l'oncle maternel de son père, il s'appelle Berry Richard comme l'acteur français. Lui, étant dit qu'il a eu 30 ans hier, donc il n'est pas né en France, je ne savais même pas qu'il y a un Européen qui s'appelait comme ça. Bref, il croyait que de par ça, en créant le commerce, moi aussi je croyais dur comme fer, que ça peut jouer en sa faveur, malheureusement non. Donc, Edding, c'est en Betty l'amour. By Berry comme Edding par Berry, donc son nom propre. Ces t-shirts sont gravés comme ça fonctionne toujours, ça existe, on peut les acheter sur Internet. Malheureusement, jusqu'à hier, il est obligé d'aller trouver un travail dans la téléphonie dont je ne peux pas vous donner le nom. Vous avez déjà suffisamment donné le nom, vous pouvez continuer. Dieu merci, hier, il a signé un CDI parallèlement à cette entreprise parce que vraiment, il est bloqué. Alors, écoutez, madame, si vous êtes d'accord... et moi, mais ça n'a pas marché parce que les finances, parce que ce que dit la dame qui vient d'Angleterre, et je salue le courage aussi de l'autre invitée de France. Je ne sais pas comment, elle est vraiment brave, elle a un courage. Bravo, 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 parce qu'elle, jusqu'à aujourd'hui, elle y est. Mon fils y croit, mais jusqu'à quand? Les dettes sont là, il faut qu'il travaille à côté pour payer ses dettes. Donc, bravo les filles, allez de l'avant. Et encore, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, madame. Et joyeux anniversaire à votre fils. Il a juste une maman formidable qui lui fait de la pub sur les antennes. Proposez-lui de venir sur le plateau, ce sera tout aussi bien. Nous allons donc découvrir ce que vous réalisez, vous, une personne qui vient avec vous. Je vous laisse donc nous décrire qui est là avec nous aujourd'hui. Donc elle porte la Shani Dress. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une robe forme tunique avec des poches à l'intérieur centrées. Au niveau du col, donc on a l'élément du trimming assez intéressant. Et donc voilà, cette robe-là, vous pouvez la porter aussi bien dans des occasions, soirées, aussi bien avec des sandales à plat. Et ça marche complètement. Et même en tunique avec un jean slim, ça marche complètement. Voilà. Et elle porte également les créations de City. Oui, alors, les chaussures, ça n'est pas de vous, la robe, c'est vous, le bijou, on va faire un beau zoom aussi sur ce bijou-là, c'est City qui l'a créé. Moi, je vais poser la question que se posent toutes les femmes quand elles regardent ça, combien coûte la robe, combien coûte le bijou? Soyons franches. La robe est à 105 €. Voilà. D'accord, ça calme. Et le bijou? Alors, le bijou, il est un peu plus de 700 €. Un peu plus de 700 €, très bien.
Il va falloir un mari tout petit peu beaucoup riche. Mais non, les femmes aujourd'hui ont les moyens, trouvent les moyens en tout cas d'être autonomes et puis de s'offrir ce qu'elles ont envie de porter. Une question que je vais vous rediriger. En général, les modèles que l'on voit, c'est toujours des tailles 32 pour les plus grosses. C'est juste vexant, n'est-ce pas les filles? Alors, est-ce que vous réalisez des choses pour des personnes un peu plus chères? On fait aussi du sur-mesure pour les tailles au-dessus du 44. Donc on fait du 38 au 44 et au-delà, c'est du sur-mesure. Donc on pense aussi aux femmes qui ont des formes, puisque de toute façon, dans la création de nos pièces, on essaye aussi de toujours mettre en valeur la femme, tant qu'elle ait des formes ou pas. On essaye toujours de la mettre en valeur. Et ce qui est bien, c'est qu'on essaye aussi de sortir de ce contexte, de se dire que le pagne, par exemple, ou le bazin soit toujours porté par la femme africaine. Il peut être porté par tout type de femme. On n'est pas centré sur une communauté en particulier. Donc voilà. Vous avez rapporté 3 modèles. On aura l'occasion d'ici la fin de l'émission de voir les prochains. En remerciant déjà notre amie pour ce premier vêtement qu'elle porte joliment, qu'elle porte mieux que quiconque d'ailleurs. Merci en tout cas. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point-là. Je voudrais que vous puissiez donc, en réaction à ce que nous disait Madame au téléphone, aviez-vous conscience que vous avez de la chance finalement de faire ce que vous avez envie de faire malgré les difficultés, malgré la question du financement. Vous l'avez entendu, des fois on a un projet et c'est souvent la situation de beaucoup de femmes, elles ont un projet mais on ne sait pas toujours par où commencer. Par où avez-vous commencé, vous? Voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est ce qui joue aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un réseau. Donc, de pouvoir avoir des gens sur qui on peut compter. Bon, par exemple, moi, pour le site internet, je ne suis pas passée par un webmaster professionnel, mais je suis passée par une personne qui sait le faire. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, il m'a expliqué comment mettre les produits en ligne. Donc, que j'ai fait de moi-même. Donc, le prix était pas 20 000 euros, comme elle a dit, mais j'ai réussi à avoir jusqu'à peut-être maximum 1 000 euros. Donc pour mon site. Et après pour le reste, donc c'est moi par exemple ce que je fais, moi je démarche directement les entreprises. Donc je cherche dans les pages jaunes les grosses structures comme par exemple EDF ou autre. Donc j'essaye de contacter, d'avoir le maximum de rendez-vous. Et là, je me présente pour justement présenter mes produits aux salariés directement. Donc en travaillant avec les comités d'entreprise. Est-ce que les entreprises sont ouvertes à ce genre de proposition, à ce porte-à-porte en quelque sorte? Voilà. C'est un milieu professionnel, un milieu d'entreprise. A priori, on ne verrait pas pourquoi il dirait oui à une dame qui crée et qui vend des bijoux. Voilà. Mais en fait, ce qui est bien, bon, bien sûr, on téléphone, il y a d'autres qui vont nous dire non, on ne fait pas d'expo. Mais bon, on nous dit non, on essaye chez une autre personne. Car la porte ce que vous proposez, ce sont des expositions, des expo-ventes en fait. Je propose des expo-ventes. Nous allons prendre Madame au téléphone. Bonjour. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour Madame. Oui, moi j'appelle pour demander à la dame qui se trouve en Angleterre là. Oui. Oui, si on est intéressé par ces tenues, comment faire? Alors, moi, je vis en France. Vous vivez en France? Eh ben, pour l'instant, on n'a pas de boutique en soi. On a un showroom à Londres et on a également une boutique en ligne. Donc, vous pouvez trouver nos bijoux sur Dinola. Donc, c'est DEENOLA. .big cartel, c'est long le nom, bigcartel.com. Donc voilà, ça c'est notre boutique en ligne et vous avez tous nos produits. Et si vous avez des questions, il y a une adresse email, vous nous envoyez un mail à sales@dinola.com. Donc c'est sales@dinola.com. Voilà. Alors sans faire de pub. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, sans faire de pub, votre adresse se trouve dans Mina? Il apparaissait dans le Amina je pense, de l'année dernière, mais pas là. Il n'y est pas, voilà. Je suis désolée. Ok. Bon, c'était tout, c'est pour savoir. En tout cas, félicitations. Quoi. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Et si vous n'avez pas retenu les adresses internet de ces dames, ladyvousécoute@telesud.com, nous allons faire nos devoirs, c'est-à-dire vous envoyer les adresses si vous nous les demandez. Je voudrais quand même qu'on en revienne à ce que vous disiez. Vous avez dit précédemment, vous ne voulez pas vous entourer de l'entourage pour porter ce projet, vous voulez porter le projet vous-même, mais en même temps, la difficulté des ressources, la difficulté de la logistique va faire que vous soyez obligé d'avoir affaire
d'avoir recours à des personnes qui peuvent donner un petit coup de pouce. Cependant, vous précisiez le réseau. Le réseau. Pour parler donc de la personne qui vous fait faire le site internet, qui vous montre comment faire vous-même, oui, et non pas qui le fait pour vous en permanence, parce que c'est de là que vient la difficulté quand on dépend de quelqu'un qui n'a pas que cela à faire que de nous porter à bout de bras. On se retrouve à devoir apprendre à faire beaucoup de choses. Oui, tout à fait, parce que bon, de toute façon, comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même, mais c'est très important parce qu'en fait, on peut ouvrir le site internet, mais il y a tout le système, la mise en ligne. Donc après, il faut pouvoir alimenter le site à chaque fois, et c'est ça en fait ce qui coûte aussi le plus cher à la longue. Donc moi, j'ai demandé, bien sûr, qu'on crée la structure du site internet, mais les produits, c'était donc moi d'être formée à pouvoir les mettre en ligne moi-même. Combien de temps faut-il compter pour s'y former, justement? Ça a été très rapide, en fait. Donc, il m'a expliqué comment rentrer, donc avec le login, comment rentrer en arrière, on va dire en arrière-boutique. Et puis voilà, et ensuite on sélectionne, on fait le descriptif soi-même. Et il y a moi en tout cas c'était simple, il y avait une petite icône affichée. Donc après j'ai sélectionné, affiché, c'était tout. Et vous mettez les photos, donc voilà, et je mettais les photos de mes produits directement avec le descriptif. Et après ça apparaissait en ligne. Donc c'était très simple, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Quand on a beaucoup de produits, c'est très. Ne dit-on pas que le travail c'est la santé? Alors un petit rappel, www.ineswillparis.com. Ineswill, INESWI2L Paris.com. Question à vous. Les obstacles qui se sont présentés, vous êtes en Angleterre, on l'a compris à ce que vous avez décrit, c'est un peu moins compliqué que de s'engager dans un projet entrepreneurial. Cependant, il reste des difficultés. Comment faire pour les contourner? Comme le disait si bien Siti, je pense que les difficultés, on peut les contourner si on est bien entouré. Tout simplement, il faut toujours essayer de trouver les solutions pour pouvoir en fait trouver les meilleures solutions à ce qu'on veut faire. Parce que moi personnellement, dans le côté financement, et je pense que c'est un problème pour tout commerce et pour toute personne qui veut entreprendre, ça restera toujours la clé à tout et la solution à tout. Mais en même temps, il faut se donner les moyens de le faire. Et quand on a un projet, il faut quand même, je pense, avoir quelque chose de concret et réellement avoir quelque chose de construit. Quelque chose de tout bête, un business plan. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais encore faut-il savoir qu'il existe, voilà. Ce que c'est et comment faire. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous suit tout au long de l'existence de votre entreprise. Et si vous n'en avez pas un, je peux vous dire que vous allez forcément... vous allez tomber. Parce que les gens ne suivent pas, les gens vivent au jour le jour et ils n'ont aucune attache, ils n'ont aucun planning, ce qui fait que ça cause des problèmes. Donc peut-être déjà faire un retour sur les outils qu'on utilise et essayer de faire en sorte de les suivre et de les respecter pour qu'ensuite on puisse survenir à toute difficulté et du moins s'adresser, parce qu'il y a des structures quand même qui aident, et ne pas rester là à attendre qu'on vienne vous apporter l'argent ou les solutions. Je pense qu'il faut vraiment se bouger, il faut rechercher. Il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, c'est juste une question de volonté. Est-ce que ça n'est qu'une question de volonté dans les dits? Vous écoutez des femmes dynamiques, des femmes de terrain, nous expliquent comment elles font pour aller de l'avant, porter leurs projets. Est-ce que la question de la formation ne se pose-t-elle pas? Et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de formation initiale qu'on ne peut pas s'engager dans sa passion et en faire une source de revenus? Je pense que c'est une des raisons aussi. C'est quelque chose qui est super important dans le sens où, si vous maîtrisez pas le sujet, comme par exemple, j'ai pas une formation styliste, on est autodidacte toutes les deux, mais on s'est intéressé au milieu, on a fait des cours, on a vraiment essayé de rechercher ce qui était autour de la mode également, même si on avait déjà une certaine attache autour de la mode et puis des tissus africains en particulier pour les mettre plus en avant. Et derrière, il faut vraiment se donner les moyens. Et encore une fois, il y a des structures, et par exemple en Angleterre, ça fonctionne en fonction des mairies ou des conseils régionaux, et les conseils régionaux là-bas vous aident, ils ont des programmes pour aider les nouveaux entrepreneurs
à se former dans leur métier et surtout dans tout ce qui est management, comment tenir ses caisses, comment vraiment faire que ses finances et sa comptabilité tiennent, et également dans tout ce qui est spécifique à sa spécialité, il y aura des formations disponibles également à ça. Donc il y a quand même des ouvertures, c'est juste que voilà, il faut aller à l'information. Parce que moi personnellement, j'ai vu à Londres qu'il y avait quand même beaucoup de choses disponibles. Maintenant, voilà, il y a aussi beaucoup de salons, d'expositions, qui vous proposent voilà, ce genre de contact, d'interaction avec des business angels par exemple, ou bien des fournisseurs, ou ce genre de choses. Et c'est là que vous pouvez commencer à créer vos petits carnets d'adresses et voilà, et avancer aussi en même temps. Un monde anglo-saxon, une formule francophone. Et quand vous entendez ce descriptif, si j'arrive à le dire, auriez-vous envie de vous dire, bon, peut-être que là-bas, l'herbe serait plus verte? Oh, pas forcément. Déjà, c'est pouvoir avancer, moi, là où je vis. Donc, c'est très important. Et en revenant à ce que vient de dire par rapport aux structures en Angleterre, en France aussi, parce que bon, moi, j'ai participé à la formation, à l'installation de l'entreprise à la Chambre de métier. Et c'est vrai que là, on découvre beaucoup de choses, donc par rapport aux formations, même pour créer son site internet, par rapport à comment faire ses plaquettes, comment faire sa communication, exposer. Il y a tout un réseau aussi quand même qui vous suit, où vous allez. Et donc, si vous avez besoin franchement, c'est vraiment très intéressant de s'intéresser aussi à ce qui se passe, surtout à la chambre de métier de là où on habite. Donc, c'est vraiment très important. On a toutes les informations qu'on a besoin. Vraiment. Est-ce que le véritable frein pour les femmes et pour toutes les personnes, d'ailleurs les hommes aussi qui voudraient entreprendre, est-ce que c'est le manque d'information ou est-ce que ce sont des freins que l'on a soi-même en se disant on ne va pas oser, par où je vais commencer? Que vous dit l'entourage au moment où vous avez chacune ce projet que vous voulez mettre en place? Est-ce qu'on vous dit oh là là, mais ne rêvez pas tant que cela? Est-ce qu'on vous dit allez-y, vous avez raison, vous n'avez pas l'ombre d'un budget devant vous, mais vous allez y arriver? Quel est le ressenti de l'entourage, justement parce que l'entourage, c'est quand même le cadre dans lequel on vit initialement, tout au moins. Voilà. Moi, je pense que c'est déjà d'avoir une idée, le construire, le mettre sur écrit, hein, parce que c'est très important. On a tous des idées un peu folles. Voilà. Mais c'est de pouvoir le mettre à l'écrit et se poser les questions comment faire pour pouvoir le réaliser en fait. Et donc après chercher dans toutes les structures pour avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on a envie d'entreprendre, voir la concurrence, poser les questions, taper aux portes si c'est nécessaire. Bon, moi je l'ai fait pour pouvoir me faire former, hein, sinon j'aurais pas appris ce que je fais. Et ensuite aller à la chambre de métier ou à la chambre de l'industrie pour avoir toutes les informations. Il y a des réunions qui s'organisent, même pour monter son business plan, c'est possible. On a des juristes qui sont là-bas aussi également pour vous renseigner en ce qui concerne le métier que vous voulez faire. Donc il y a toute une structure, mais il faut aller aux réunions d'information, c'est très important. Sortir de chez soi et s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Tout à fait. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que quand même, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais les gens sont toujours un peu intrigués. Oh, tu vas entreprendre, mais t'es sûr, tu sais, c'est pas évident, ça va prendre du temps financièrement, comment tu vas t'en sortir, etc. C'est vrai que c'est dur. Hein. Moi, mon exemple, je continue quand même à travailler à côté parce que c'est clair que ça paye pas forcément toutes les factures, mais en même temps, faut se donner les moyens. On a quand même des gens aussi autour de nous, que ce soit la famille, beaucoup investissent aussi dans leurs enfants, etc. Les poussent à vraiment devenir quelqu'un. Et je pense que ça, c'est important aussi de toujours être derrière, ou du moins les supporter, même si financièrement on peut pas, mais du moins psychologiquement qu'on soit présent pour nous apporter le soutien nécessaire, parce que c'est vrai que c'est une longue aventure. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir ni comment ça va se terminer. Je voudrais vous emmener écouter Madame qui se trouve à Ponto Combo. Bonjour. Oui, bonjour Lady. Bonjour. Bonjour, je suis très contente de votre émission. Franchement, je vous regarde tous les jours, tout le temps que vous êtes là, je vous regarde tous les jours. Merci bien, madame. Franchement, je suis d'origine camerounaise. Oui. Aide-soignante à Porto Combo. Oui. Oui, c'était pour dire à la dame qui vient d'Angleterre que franchement, elle ne trouve pas que ces robes, la petite robe qu'elle vient de présenter, elle est très chère. Parce que
la petite robe qu'elle a présentée tout à l'heure, elle est très chère par rapport... parce qu'on vend ces genres de robes, je vois ça au marché, je vois ça partout. Ma maman était couturière. Ces genres de robes, franchement, je la conseille, moi, qu'elle essaye un peu de baisser pour qu'elle puisse avoir des clients. De baisser des prix pour avoir plus de clientes, quoi. Je sais pas ce qu'elle en pense, mais c'est un bon conseil que je puisse la donner, quoi. Merci. Je suis très content pour Lady. Je suis très content de votre émission. Continuez, franchement, continuez. Merci pour votre fidélité, madame. Alors, question à vous. On rappelle le prix de la robe déjà tout à l'heure. Elle est à 105 €, cette robe. 105 €. Donc, je voulais juste préciser, en fait, c'est vrai qu'en général, et ça c'est encore, c'est quelque chose de culturel, le wax, le pagne, le basin, etc., c'est des matières propres à la communauté africaine qui fait que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier à moindre coût. Au marché, on peut aller là et en trouver, ou même reprendre un modèle et aller qu'on a vu dans les Lady Vous Écoute. Voilà, aller voir son petit couturier à Château-Rouge et de la faire faire. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un travail de création derrière. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, les gens ne se rendent pas compte des coûts que ça génère, en fait, de créer ce type de pièces. Je peux comprendre qu'on peut avoir un petit atelier et les faire faire. Nous, on les fait faire à Londres, tout est fait en Angleterre. Et on doit prendre en compte forcément, donc voilà, le coût de production, etc. Si je rentre dans les détails, voilà. Mais rentrer dans les détails, justement. Il faut rentrer dans les détails pour vraiment préciser que le prix se justifie par ça. Parce que, voilà, j'ai pas un atelier derrière mon jardin avec des femmes qui travaillent pour moi. Et donc, voilà, c'est fait dans des ateliers. Les tissus aussi, également, pareil. On les achète à des grossistes qui sont, voilà, c'est pas des tarifs qui sont à la portée de tout le monde. Donc, voilà, on mise beaucoup sur la qualité et il ne faut pas oublier aussi la créativité derrière. Je peux comprendre que pour certains, ça les freine au niveau du prix parce que c'est du wax et souvent, c'est la réaction qu'on a. Mais je vais vous prendre un exemple tout bête de Burberry, par exemple, qui ont lancé des collections et qui s'inspirent beaucoup donc, des tissus africains. Allez-y, faites-leur de la communication, de la pub, comme ça. Je ne leur fais pas de pub du tout. Je leur fais pas de pub du tout. Vos concurrents, alors je dis seulement que ces personnes-là vendent des pièces, mais il faut aller voir leur prix. Et je pense que, voilà, il faut à un moment donné essayer de s'entraider entre nous et de participer au développement de marques comme les nôtres. Et d'arrêter de toujours se dire oui, c'est trop cher, oui, ceci, oui, cela. C'est vrai, on peut les trouver peut-être à moindre prix, mais nous, on a déjà une clientèle, donc on sait à qui on parle, on sait à qui on vend. Alors, parlons du profil de ces clientes-là qui vont acheter la petite robe de tout à l'heure à 150 € dans le même temps qu'elles savent pertinemment, c'est un secret de polichinelle, qu'elles pourraient se la faire réaliser à peu près à quelques détails près, à moindre coût. Quelle est cette clientèle-là, justement? Cette clientèle-là, c'est des femmes qui travaillent, qui sont dynamiques, qui ont quand même un revenu assez conséquent, forcément. Voilà, on va pas s'adresser à des personnes qui vont peut-être acheter des robes ou des vêtements H&M parce qu'on sait très bien que voilà, c'est accessible assez facilement au niveau du prix. Donc voilà, on a quand même des pièces qui sont dans les alentours de 35 à, disons, 80 €, donc ils sont quand même assez abordables. Au jour d'aujourd'hui, vous allez à H&M ou Zara, je suis désolée, les robes ou les tailleurs, ils sont à 100, 120 €. Hein, donc voilà, maintenant il faut aussi essayer de mettre un peu le prix dans des choses qui ont de la valeur et surtout nous, dans notre communauté, essayer de créer un espèce de lobby et de se supporter, d'acheter chacun ce que chacun fait. Comme ça, voilà, on va créer une certaine dynamique. Et c'est ça qui manque dans la communauté africaine. Est-ce que c'est la volonté qui manque ou est-ce que ce sont les moyens qui font défaut? Parce qu'il y a par ailleurs d'autres réalités. Il y a d'autres réalités, il y a des charges existentielles, le loyer, le manger et le reste. Ma foi, après, les unes et les autres fonctionnent avec ce qu'il y a. Non, c'est vrai que bon... c'est la volonté, en fait, hein, parce que bon, quand on veut... S'acheter un colis à 500 €, voilà. on peut. Mais je veux dire, quand on veut, on se fixe un objectif, on peut... bien sûr, ça va être difficile, mais bon, on peut le faire. Donc, quand on va avoir du beau, on a envie d'être unique, on a envie que ça se voit, donc il faut mettre le prix. Donc, on ne peut pas non plus, parce que moi, par exemple, je parle de mon cas, moi, la matière première est très chère. Donc, je travaille particulièrement avec de l'or ou de l'argent, et les perles de culture eux-mêmes coûtent très cher parce que je choisis la qualité. Donc, je ne peux pas non plus vendre à perte.
Donc je suis obligée d'avoir au moins une marge, au moins 2 fois peut-être le prix de revient, sans oublier la main-d'œuvre que je fabrique tout moi-même. Un collier, par exemple, je prends entre 3 à 6 heures, par exemple, par collier. Donc, et c'est un temps, c'est un travail fin manuel, donc que j'estime solide, parce que pour moi, la qualité, c'est très important. Et la qualité n'a pas de prix. Avez-vous pensé à livrer des grossistes qui sont des clients bien plus fidèles, qui n'ont pas envie d'acheter un collier un jour d'anniversaire de mariage et puis c'est tout, à des grossistes qui, eux, pourraient, à des revendeurs, en fait? C'est assez difficile parce qu'en fait, moi, dans mon travail, en fait, j'ai un style qui est peut-être un peu particulier. Par exemple, les choses que je fais, on voit les perles de culture, mais par rapport aux couleurs, par rapport à mes créations, c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne voit pas partout. Et peut-être que la clientèle que certains grossistes, parce que j'ai contacté des boutiques, j'ai contacté, et ils ont peut-être pas cette clientèle-là pour le moment parce que pour eux c'est nouveau. Donc je dois avancer de moi-même déjà, faire connaître pour que les choses soient visibles avant de pouvoir démarcher d'autres grossistes ou d'autres personnes qui seraient intéressées. Mais bien sûr, je suis toute ouverte, donc si la proposition se fait, je suis tout à fait... je peux créer justement pour... voilà. Séquence de rattrapage, www.ineswilparis.com. INESWI2Lparis.com, en espérant qu'elle est prête, notre modèle de tout à l'heure, pour montrer ce que vous avez, le deuxième vêtement. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de la réaction de Madame au téléphone. C'est une réaction qui est récurrente au sein de la communauté afro-caribéenne, en l'endroit de tout ce qui est... haute couture, non pas que les goûts ne soient pas au rendez-vous, mais simplement les finances, encore une fois, il y a une véritable réalité qui est là. Peut-être nous direz-vous, c'est les mêmes dans un autre cas qui vont acheter des grandes marques très très chères et qui peut-être considéraient que parce que c'est du pagne ou parce que c'est venu d'Afrique ou parce que c'est fait par une personne de la communauté, cela ne mérite pas un certain prix. Moi, je pense que oui, c'est un petit peu la perception que les gens en général ont. Et c'est vrai que on ne peut pas non plus s'associer ou se comparer à de grandes marques puisqu'ils font de la masse production. Donc, on n'est pas sur la même échelle. Voilà, clairement, c'est ça. Donc, on ne peut pas non plus avoir des prix qui sont égaux à ça, à moins de vraiment produire à vraiment très très bas. Et là, oui, effectivement, on peut se permettre de proposer ce type de prix. Mais c'est sûr que oui, il y a vraiment ce petit souci dans la perception du tissu en lui-même et de toujours lui donner une valeur moindre. Et je pense que c'est un tissu vraiment magnifique qu'il faudrait vraiment mettre en avant un peu plus et lui donner de la valeur et pas tout le temps. Je vois le prix d'un visco, par exemple, c'est énorme. Donc rien que ça et plus le faire, vous vous rendez compte combien ça coûte à quelqu'un. Donc si ces personnes-là sont capables de mettre ce type de budget dans une tenue qui se font faire, ils peuvent très bien mettre exactement la même chose sur une autre pièce à peu près le même prix, même moins. Donc voilà. Parlons des hommes dans les produits que vous proposez. Est-ce que ce sont des personnes qui ont spontanément le réflexe de faire acquisition qui des bijoux, qui des vêtements? Bien sûr, ce ne sont pas eux les utilisateurs en fin de course, mais pour autrui, quel est le réflexe de la clientèle masculine au regard de ce que vous proposez? Personnellement, moi, ils nous proposent toujours à quand une collection homme, parce qu'ils sont vraiment très, très, très impressionnés par ce qu'on fait, par la qualité aussi du service et des produits, parce que souvent, ça tient toujours à la finition, etc. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, c'est vrai que pour les hommes, on a quand même eu des hommes qui se sont approchés de nous pour acheter des pièces pour leurs femmes. Donc, ils sont vraiment intrigués. Ils aiment ce côté un peu, par rapport à Dinola, ce qu'on propose, ils aiment ce côté très chic, confortable, et ces formes assez modernes, comme ils disent, et ils sont vraiment impressionnés. Ce sera votre tour, www.dinola.com. Alors Dinola, on va l'épeler tout de même. D2ENOLA.com. Nous allons regarder donc cette deuxième création. Je voudrais vous laisser le soin de la commenter. Qu'est-ce que vous avez réalisé? On a quelqu'un au téléphone peut-être? On va prendre le téléphone en attendant. Allô, bonjour, bonjour. Non, pas encore le téléphone. Alors on va regarder le vêtement tout simplement.
Alors ça c'est la pièce, c'est le Mimi Jumpsuit. Donc voilà, un style vraiment bien cintré au niveau de la taille et un peu plus ample au niveau du bas. Et ce qui rajoute le petit plus, c'est cet élément de dentelle qu'on a voulu rajouter au niveau des manches et au niveau aussi toujours du col V. Avec ce petit élément de voile comme ça qui est assez chic et charmant, et ça peut se porter aussi bien pour aller travailler que pour un événement, une réception. Et donc voilà, il y a ce côté très chic qui est accentué par la dentelle. C'est donc un pantalon. Hein. Voilà, c'est une combinaison. Ouais. Une combinaison assez ample pour qu'on n'y voit que du feu. Car les hommes n'aiment pas que les femmes portent des pantalons. On peut se demander pourquoi. On va rezoomer sur le bijou puisque c'est votre création. Encore une fois, c'est le bijou de tout à l'heure. Oui. C'en est un autre. Les boucles d'oreilles aussi, c'est vous? Les boucles d'oreilles aussi, c'est moi. Bon. Nous allons prendre au téléphone le monsieur qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Madame. Oui, bonjour. Moi, c'est Asma, je suis comorienne, je vis en France. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour à tous. En fait, moi, je voulais participer sur le sujet du mari qui vit chez la femme. Oui. C'est ce que je connais beaucoup sur ce sujet. Je suis comorienne, j'ai toujours vu les choses comme ça. Après, le détail que j'aimerais donner, parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas comoriens, ils peuvent se dire est-ce que c'est facile pour l'homme. Mais moi, j'aimerais expliquer plus du fait que au Comores, c'est un petit peu l'homme est considéré comme un roi. Donc même s'il part vivre chez la femme, mais même au sein de la famille, il est toujours considéré comme priorité. Donc il est donné beaucoup d'importance, voire même il est considéré en premier en toute chose. Donc au sein de la famille, le père est plus important, les maris sont plus importants et ils prennent même le devant avant même la femme et les enfants. Donc du genre, quand on fait à manger, c'est toujours le mari qui est priorité, ses amis, ses invités. On va même, c'est comme si c'est chez lui et la femme est deuxième. Donc l'homme ne se sent jamais délaissé ou bien il se sent jamais comme si c'est pas chez lui. Donc il y a trop du respect qui est donné à l'homme par la femme, par la belle-mère, par toute l'entourage. Donc il ne se sent jamais comme si il s'est déplacé pour aller vivre chez la femme. Au contraire, si ça devait être le cas où c'est la femme qui part vivre chez le mari, alors là la femme allait avoir des problèmes. Et pourquoi donc? Oui, il allait avoir des problèmes parce que l'homme est toujours trop considéré par rapport à la femme. Maintenant, avec les familles, maintenant il y en a d'autres qui sont un peu modernes et tout ça, mais ça reste comme ça que l'homme est toujours, on a toujours donné trop d'importance à l'homme, au père, au mari, voire même au frère avant la femme. Donc de ce fait, l'homme parvient à facilement vivre au sein de la belle famille que si ça devait être l'autre cas. Donc les hommes, ils n'ont vraiment pas de problème sur ça. Il y a même des hommes qu'on cherche, qu'on donne des choses juste pour qu'ils viennent marier la fille de la famille, des choses comme ça. Donc les hommes, franchement, c'est un avantage pour eux. Je dirais même. Merci pour ces précisions d'ordre culturel. Retour donc immersion dans la culture comorienne avec nos deux invités. Je le rappelle, qui sont originaires des Comores, l'une vivant en France, créatrice de bijoux, et l'autre vivant en Angleterre, créatrice de prêt-à-porter à base de tissu wax notamment. On parle des hommes. Elle a donné là quelques précisions. Donc, si je dis que les Comores c'est le pays de l'homme roi, est-ce que je me trompe? Oui, elle a tout à fait raison. Il y a quelques points qu'elle a abordés qui sont vrais. Et moi, je le retrouve très bien même chez moi, dans ma vie personnelle. Je n'osais même pas vous poser la question, mais allons-y puisque nous y sommes. Alors, quand je dis personnel, je veux dire comment j'ai grandi, mes parents, etc. C'est vrai que mon père, il a toujours eu cette présence-là qui fait que voilà, il y a un certain respect, même par rapport à ses propres sœurs. Il est vu comme c'est le plus grand, donc forcément, voilà, il y a
y a ce respect-là qui est là et on peut pas l'enlever. C'est vraiment les grands-pères. Par exemple, il y a une coutume, même les enfants, quand tu viens voir ton grand-père ou ta grand-mère, tu leur fais Kwezi. Donc voilà, les enfants mettent leurs mains là et on leur fait ça. Donc voilà, il y a vraiment cette mentalité de respect de l'autre aux Comores. Et vous verrez, les Comoriens sont vraiment aimables, toujours gentils, toujours souriants, jamais ils se plaignent jamais. Donc c'est vraiment ça, quoi. Petit détour par l'Allemagne. Madame, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour Lady. Bonjour. Bonjour à vos invités qui sont sur le plateau. J'appelle de l'Allemagne et je viens d'attraper l'émission et j'aimerais me demander à la styliste si ces tenues sont lavables à la machine. Alors, certaines d'entre elles sont lavables à la machine. Celles qui ont, par exemple, ce genre de détails, c'est conseillé de les laver à la main. Parce que voilà, ça s'enlève très, très facilement. Mais comme c'est du coton, il n'y a pas de risque que ça s'abîme ou que la couleur change. Donc oui. Ok, merci beaucoup. De rien. Autre question, on a vu une tenue tout à l'heure. Bien sûr, on a oublié de poser la question qui fâche. Combien ça coûte? Alors cette tenue-là, je crois qu'elle est à 85 €. Ça va. Oui, ça peut aller. Et le collier, on va redire le prix. Le collier, c'est le même que tout à l'heure. Oui, donc le prix n'a pas changé. Il est toujours à plus de 700 €. À plus de 700 €. Quand vous dites plus de 700 €, c'est quoi le prix exactement? C'est 3 000 €? Non, quand même pas. Bon, alors c'est quoi le prix? C'est entre 700 et 1 000 €. Et ça dépend de quoi alors? Parce que là, c'est un collier, c'est vous qui l'avez réalisé, oui. C'est vous qui le vendez, vous en connaissez le prix. Pourquoi y a-t-il une fourchette, une fluctuation potentielle à la tête du client? Non, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je voulais pas donner le prix exact. Donc, écoutez, si vous voulez. Mais bon, je donnais une fourchette à peu près qu'on ait une idée. Alors, le maximum, c'était quoi déjà? C'était 1 000 € maximum. C'était 1 000 €, partons dessus. Hein. Voilà. ça nous engage que. Où vous trouve-t-on? Donc, quand on rentre dans le palais de l'UNESCO, je rappelle que c'est la semaine africaine, il y a des exposants, il y a des exposantes. Vous en faites partie. Quand on rentre donc dans ce hall-là, où vous trouve-t-on? À l'angle, à l'entrée, à la salle Miro. Salle Miro. Voilà. Donc on est au stand des Comores, donc voilà. Et pendant que vous êtes sur ce plateau, que deviennent vos articles là-bas sur le stand? Nos collègues prennent le relais. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps, vous, de faire un tour pour voir quand même ce qui s'y fait, ce qui est présenté pendant cette semaine africaine? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait le tour de tout le stand, donc de tous les stands en fait. Donc c'est non, on a beaucoup de choses variées. On a de l'artisanat bijoux en provenance de la Côte d'Ivoire. On a aussi de la Djibouti. On a beaucoup de pays que chacun présente des produits typiques de chez soi. Par exemple, moi j'ai découvert la gourde djiboutienne, donc qui se porte sur le dos, fait avec une peau de vache. Vraiment. Il y a des choses vraiment très intéressantes qu'on n'a pas l'habitude de voir et que quand on verrait, on poserait la question mais qu'est-ce que c'est et vraiment là, on découvre vraiment des produits provenance de toute l'Afrique hein, parce que c'est ça et c'est bien, c'est très bien. On a un stand juste à côté du stand des Comores, qui est le stand de la Tanzanie, et le monsieur a créé en fait une radio avec des objets, et spécialement des cannes de Coca-Cola qu'il a réutilisées, donc vraiment de l'énergie renouvelable. Mais c'est magnifique. La façon dont il a fait ça, super. Et il marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Ah oui, super. Oui, tout à fait. Alors, nous allons rappeler jusque quand la semaine africaine, hein, et pour que justement nos téléspectateurs, ceux qui sont à Paris, région parisienne, puissent y aller. Donc c'est du 21 mai au 25 mai, place de Fontenoy. Donc voilà, à Paris. Dans le 7e. Dans le 7e. J'avais dit 15e tout à l'heure, merci de le rappeler, 7e arrondissement. Et vous auriez pu me corriger les filles, voyons. Alors 7e arrondissement, et puis surtout l'entrée est gratuite, c'est important de le dire. Les articles, ma foi, coûteront ce que les créateurs, les créatrices auront décidé, mais l'entrée est gratuite. Si vous ne pouvez pas faire le tour de l'Afrique pour faire acquisition de petites babioles, mesdames et messieurs, pour décorer le chez vous, pour vous décorer vous-même, rendez-vous à l'UNESCO, c'est gratuit. L'entrée et les articles, ma foi, si vous avez de très bon goût, ne soyez pas étonnés que le prix soit beau lui aussi. À ce stade de la discussion, nous sommes pratiquement au terme de l'émission, si je ne m'abuse. Vous avez entendu ce que nous disent les téléspectatrices, notamment que ce soit sur la question culturelle ou sur l'engagement des femmes d'Action
que vous êtes, comment est-ce qu'on articule cela avec sa vie de famille, hein? Peut-être, c'est déjà peut-être votre cas, partir, tenir un stand pendant 3-4 jours, partir de Londres pour se retrouver sur un plateau de télé, voilà. Il y a un quotidien qui est celui de la femme qui entreprend, qui peut être difficile à concilier avec son quotidien. C'est une question, en plus, qu'on ne pose pas aux hommes. Les messieurs qui viennent là, ils viennent, et personne ne s'émeut de leur emploi du temps au privé. Est-ce que vous trouvez que cette question est déplacée, d'ailleurs, tant que nous y sommes? Non, pas du tout. Je pense que c'est un sujet qu'il faut relever, parce que c'est vrai que moi, personnellement, c'est la course, on peut le dire. Je pense qu'aussi, il faut être super organisé. Si on ne l'est pas, je pense que voilà, on coule, hein, parce que c'est vraiment une organisation de feu. Et surtout, si vous avez des enfants, c'est la course du matin au soir, vous rentrez, vous êtes excincté, ben voilà, ça continue, il y a les enfants à gérer, il y a tout ça, c'est une dynamique à avoir, et se dire, et surtout si vous avez donc un partenaire qui peut vous aider, là c'est juste merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Tout à fait. Bon, moi sur ce côté-là, bon, c'est une question bien sûr d'organisation, mais voilà, bon, j'ai de la chance aussi d'avoir un partenaire qui me soutient énormément dans tout ce que je fais, et donc en fait, voilà, je sais que quand j'arrive à la maison, les enfants auront mangé, auront fait le bain, donc ce qui fait c'est quelque chose de moins à faire. Donc voilà. Donc c'est vrai que sans mon partenaire, je ne sais pas si j'aurais pu pouvoir tout gérer, parce que c'est vraiment la course. Donc la course pour aller les chercher à la garderie, la course pour les amener à l'école. Il y a tout un système. On est toujours obligé de regarder l'heure pour ne pas être à la bourre, justement pour les enfants. Mais c'est aussi ça la réalité de vie des femmes. Nous allons reprendre Madame à Ponto Combo, en espérant que vous aviez 3 modèles à nous montrer. On va découvrir le dernier si elle est prête, parce on touche à la fin déjà. Madame, bonjour à nouveau. Vous avez la parole. Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Nous vous écoutons, madame. Oui, alors je me présente, je m'appelle Christine, j'ai 25 ans. Donc je suis une femme active, je travaille et tout. Et j'aurais voulu m'adresser à la dame, donc la créatrice de mode, celle qui fait les bijoux. Pas celle qui fait les pagnes. Oui. Comment dire ça? J'aurais aimé lui poser la question pourquoi ces bijoux coûtent aussi cher? Parce que à 700, c'est 700 euros, j'ai cru comprendre. 700, oui, 700 euros. 700 euros, voilà. Alors c'est quel bijou qui coûte 700 euros? Alors en fait, pourquoi mes bijoux coûtent... bon, je ne fais pas que des bijoux qui coûtent aussi cher. Là, c'est le bijou qui a été présenté. Mais j'ai des bijoux, des pendentifs, des boucles d'oreilles. Donc on peut les avoir entre 30 et 100 euros. Donc il y a des prix vraiment très accessibles. Mais c'est vrai que ce bijou-là, il coûte cher parce que voilà, le prix de revient a été... voilà, bon, c'est le prix des perles. Voilà, le prix des perles, voilà, les perles sont très chères. Le fermoir est cher, est très cher, donc plus la main d'œuvre, donc voilà, donc ça explique le prix. Mais non, je ne fais pas que des bijoux qui coûtent trop cher. Par exemple, les boucles d'oreilles, vous pouvez avoir à 100 euros, 50 euros, c'est en fonction du métal utilisé, si c'est de l'or ou de l'argent. Voilà, donc c'est vrai que ce bijou-là est plus cher. Et ce qu'elle porte en ce moment, c'est vous qui l'avez fait aussi? Voilà, tout à fait. Alors, puisque nous parlons des prix, on va finir sur ces prix-là. Voilà, par exemple, ce bijou-là est à 399 euros. C'est donc une parure, hein, voilà, boucle d'oreille. Boucle d'oreille avec ce qu'on appelle les kéchis. Donc, ce sont des coquillages. En fait, ça fait partie de la perle, mais on va dire c'est 100% naturel en fait. On va zoomer pour mieux découvrir. Et c'est très élégant, c'est original. Et voilà, moi je les appelle des pétales de nacre. Ce sont de belles pétales de nacre, à côté des pétales de nacre, des pétales de cori. Voilà. Je vous laisse parler de ce vêtement que vous avez créé, vous, on va finir dessus. Voilà, cette pièce-là, c'est la Sakina Dress. Oui. Donc voilà, c'est une robe cache-cœur avec une capuche, dos nu, agrémentée de cori et de pierre au niveau du haut des épaules. Et donc voilà, et cette robe est parfaite pour tout type de forme en fait, puisque le système de cache-cœur, c'est parfait. C'est pour cacher la misère de certaines situations. Pas forcément. Alors, le prix de la robe, elle est super jolie. Est-ce que le prix est joli aussi? Oui, il est joli, hein, elle est à 80 euros. 80 euros? Ça va, on peut
Ah oui, c'est accessible. Alors pourquoi la capuche? La capuche, c'était pour apporter ce petit côté moderne, parce que cette robe-là, encore une fois, on peut la porter avec cet air très classique, mais en même temps, on peut la porter avec des espadrilles ou des chaussures à plat. Donc voilà. Merci, nous allons donc finir là-dessus. Merci à vous qui avez accepté de nous servir de modèle aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Continuez bien dans ce que vous faites. On va juste rappeler vos sites internet respectivement. www.ineswillparis.com Inès, I-N-E-2-S-W-I-2-L Paris.com www.dinola.com. Merci à vous d'avoir été présente à cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans une autre édition de Lady vous écoute. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.